Je commence en vous souhaitant la bienvenue à cette soirée mardi visio de la FAFA pour la présentation de notre prochain congrès et grand événement franco-allemand à Saint-Brieuc au mois d'avril de l'année prochaine. Et tout d'abord, merci aux trois responsables de la soirée. Merci Jean-Michel, merci Jean-Aristide et merci Raymond pour la préparation et l'organisation de cette soirée. Je vous donne tout de suite la parole. Oui, alors bonsoir à tous avec cette belle photo d'un phare. Donc aujourd'hui nous allons vous parler du congrès de Saint-Brieuc. Les animateurs seront Jean-Michel que vous connaissez maintenant bien, Jean Aristide qui est le coordinateur local du congrès et qui est président du jumelage de Saint-Brieuc, et moi-même qui vous parlerai plus de la partie consultation des acteurs franco-allemands. Voilà. La soirée va se décomposer de la façon suivante. Donc déjà, dans un premier temps, la présentation du 65e congrès par Jean Aristide et par Jean-Michel. Moi, je vous parlerai ensuite des consultations citoyennes et puis une petite présentation d'ici des partenaires qui ont déjà répondu présents. Donc en fait, on va vous présenter ce 65e congrès de Saint-Brieuc qui initialement était prévu fin octobre, et pour les raisons que vous pouvez imaginer avec ce Covid-19, le conseil d'administration a décidé, en accord avec nos partenaires allemands de la FODFG, de reporter l'événement du mois d'octobre 2020 au 15 au 18 avril 2021. Donc pour cette 65e rencontre des acteurs du franco-allemand au service de l'Europe, avec un ensemble d'événements au cours de cette soirée que je vais vous détailler un petit peu plus tard. Voilà, donc je vais passer la parole à Jean Aristide. Oui, eh bien bonsoir à tous. Alors, sans reprendre ce que Jean-Michel vient de dire, nous avons lancé le congrès à Saint-Brieuc le 19 janvier 2019 et nous avons fait X réunions parce que effectivement on les compte plus. On avait bien travaillé, et puis en ce début d'année, le Covid tout simplement nous a coupé l'herbe sous le pied. Alors Saint-Brieuc, pour bon nombre d'entre vous, ça vous le savez, mais c'est en Bretagne, donc. Et Raymond parlait tout à l'heure du phare. Effectivement, c'est à l'ouest. C'est pas le phare ouest, mais le phare, c'est complètement à l'ouest du territoire. La Bretagne, c'est en plein milieu de Saint-Brieuc, à 2h15 de Paris par TGV. Il y a 17 trajets par jour en aller-retour. C'est 450 km de Paris. Et puis, les avions sont à Rennes et Nantes. On y vient de toute l'Europe et de beaucoup plus loin d'ailleurs. Et on est à 1h15 de l'aéroport de Rennes et à 2h de Nantes. Voilà. Il y a des bus qui font les navettes. Et puis Saint-Brieuc, c'est une ville de 48 000 habitants qui est à la recherche d'un maire les jours-ci. Là, en ce moment, ça bouillonne un petit peu, mais le 28 juin, on sera préparé et on remettra. On a retravaillé avec les candidats de nouveau. Voilà. Alors, le Palais des Congrès, lui, est situé bien juste en périphérie de la ville. Il n'est pas sur le territoire pur de Saint-Brieuc, mais il est à 20 mètres de la ville de Saint-Brieuc. Et c'est une position centrale dans l'agglomération. Il est situé à 1200 mètres de la gare. Et donc, pour vous accueillir, on a un auditorium de 390 places. C'est la photo de droite, là, en haut. 11 salles entre 10 et 150 personnes. Un espace de restauration de 400 places. On a des salons pour les pauses, cocktails, et puis on a des halls entre 700 et 5000 mètres carrés modulables. Donc, c'est un outil qui répond tout à fait au cahier des charges qui m'avait été demandé au début. Et on sera particulièrement heureux de vous accueillir à l'occasion de ce 65e congrès. Alors, le petit décalage qu'il y a quand même avec
entre le congrès et nous avions le 50e anniversaire du comité de jumelage de Saint-Brieuc avec la ville jumelée en Allemagne, Alsdorf, qui jouxte Aix-la-Chapelle, Aachen. Donc, on ne sait pas comment, avec tout ce chamboulement, on va pouvoir insérer ça dedans ou pas. Mais je pense qu'il y aura des activités qui seront liées à cela. On va en parler tout à l'heure avec Jean-Michel quand il va détailler un petit peu, puisque je pense qu'on aura une délégation d'Alsdorf, mais elle ne sera peut-être pas de la manière qu'on l'avait envisagé en octobre 2020. Et puis évidemment, le comité de jumelage de Saint-Brieuc. Alors on verra comment on va pouvoir inclure tout ou partie de ce 50e anniversaire. Voilà. Ok, donc je vous propose de vous présenter donc ce projet qui s'appelait Armor 2020. Pourquoi Armor 2020? Parce qu'évidemment, on était dans les Côtes d'Armor et deuxièmement, nous étions en 2020. Nous avons, comme le rappelait Jean Ristide, fait une réunion de lancement ce 19 janvier 2019 avec un congrès qui était programmé, comme je vous l'indiquais tout à l'heure, au mois d'octobre 2020. Donc, dès le démarrage, on a souhaité avoir un congrès plutôt large, donc avec un objectif assez fort qui était paru dans les 6 premiers mois de nos échanges et très très rapidement, c'est-à-dire un objectif très fort, c'est de pouvoir réunir dans un même lieu, à un même moment, les grands acteurs de la société civile, des institutionnels, du monde académique, du monde économique et également de la jeunesse et de l'intergénérationnel, du franco-allemand au service de l'Europe. L'idée était de pouvoir profiter de ce très beau lieu qui est le Palais des Congrès de Saint-Brieuc et de faire un événement phare, d'où un petit peu toute l'imagerie autour de ce congrès, un événement phare sur le franco-allemand qui permette de réunir tous ces acteurs et d'ensemble de construire la relation, la construction franco-allemande de demain au service de l'Europe. Donc, comment s'est orienté notre travail et notre congrès? Il s'est orienté avec plusieurs objectifs. Un objectif à la fois de pouvoir présenter différentes facettes du franco-allemand. Différentes facettes du franco-allemand, pas uniquement les jumelages, pas uniquement le monde économique, mais de bien mixer l'ensemble des acteurs présents pour que, ensemble, nous puissions montrer tout le dynamisme de ces différents acteurs du franco-allemand au service de l'Europe. Le deuxième axe qui nous a guidés, c'est animer des projets multi-acteurs et intergénérationnels. Le challenge était et toujours de pouvoir réunir dans un même lieu à la fois des institutionnels, des académiques, des économiques, et que donc pour pouvoir réussir à créer une grande dynamique, il était indispensable de les animer. Donc c'est quelque chose qu'on avait déjà enclenché dès le début 2020 et le Covid a fait que nous nous sommes un peu mis en pause et là nous sommes repartis pour préparer activement le congrès de 2021. Ce que je vous présente est un projet qui n'est pas tout à fait finalisé. Il est dans ses grandes lignes bien arrêté, mais il peut être encore susceptible à la marge. Le troisième point qui nous semblait important, c'était redynamiser. On est tous dans des jumelages, on est tous conscients que il est de plus en plus difficile d'animer nos jumelages et d'avoir du monde régulièrement. Et donc, la volonté aussi de ce congrès, c'est de pouvoir redynamiser les acteurs du franco-allemand en développant le point 4, c'est-à-dire le réseautage. On est dans une dynamique où aujourd'hui, si on veut construire des nouvelles choses, il ne faut plus les construire seuls,
mais il faut bien les construire dans un groupe. Il est très important de faire marcher l'intelligence collective, et donc on le redynamise grâce à des activités diverses qui vont permettre à chaque acteur de voir le travail de l'autre et ensemble d'imaginer un futur dans une relation franco-allemande, évidemment toujours au service de l'Europe. Le quatrième point qui est quand même très important, qui est au cœur de tous nos congrès, c'est le réseautage. Réseauter, c'est permettre aux acteurs du franco-allemand de se rencontrer et de construire ensemble des projets. Aujourd'hui, il est important de rencontrer une chorale, de rencontrer des acteurs économiques et d'imaginer ensemble comment est-ce que l'on pourrait construire une relation durable et construire des projets en commun. Les autres points qui nous semblaient importants, et depuis à peu près le démarrage, on a souhaité qu'un maximum d'activités dans ce congrès soit ouvert au public. La volonté, c'est de permettre au public de découvrir ou redécouvrir le dynamisme des acteurs du franco-allemand au service de l'Europe au travers de différentes activités que je vous détaillerai ensuite. Le deuxième point qui nous semblait important et qui aujourd'hui sont encore, attendez, j'ai juste un petit raté, voilà, qui sont encore très importants, c'était de diffuser sur Internet à la fois les cérémonies d'ouverture, les grandes conférences, les grands moments de cet événement phare, pour que, au-delà du public et des personnes qui nous auront fait l'amitié de venir jusqu'à Saint-Brieuc, cet événement soit ouvert vers le monde. Alors, avant le Covid-19, c'était un souhait de pouvoir ouvrir un certain nombre d'événements vers l'extérieur en s'appuyant sur Internet. Après l'épisode que nous venons de connaître de confinement, où aujourd'hui, il est assez facile d'organiser des visioconférences et d'avoir un nombre significatif de personnes. Dans le nouveau cahier des charges que nous sommes en train d'élaborer, la diffusion sur Internet sera une obligation. Enfin, le troisième pilier qui était pour nous et qui reste évidemment très important, ce congrès est un moment qui doit être festif et collaboratif. Il est important que les acteurs du franco-allemand puissent se retrouver pour construire des choses ensemble autour d'un café, autour d'un buffet, autour d'une activité. Tu aurais pu dire qu'au niveau Internet, actuellement, on est suivi par près de 3000 personnes, qui est quand même extraordinaire. Tu m'en parlais hier. Ah oui, on a annoncé cet événement là sur Facebook et il y avait plus de 3000 personnes qui avaient vu en effet qu'on était en train de présenter le congrès. L'important aussi, c'est, comme vous le savez, c'est que tous nos mardis de la FAFA sont enregistrés, que on en est à notre 9e mardi de la FAFA, et qu'ensuite, après un travail de retravail que fait notre ami Raymond, ils sont publiés dans notre chaîne YouTube FAFA pour l'Europe. Là aussi, c'est un peu des nouveautés, hein, ça n'existait pas avant le confinement. On avait bien cette intention de faire une chaîne YouTube, mais faire une chaîne YouTube et ne rien y mettre, c'était peu intéressant. Là, on a à la fois tous les mardis de la FAFA et en plus notre grande conférence du 8 mai dernier. Donc tout ça, vous pouvez y accéder très facilement et pouvoir regarder les différentes choses. Le point sur lequel qui était important, c'est également les axes du congrès. Alors on est parti sur un congrès qui commencera le jeudi soir et qui se terminera le dimanche dans l'après-midi pour les gens qui voudront rester. Il y aura un concert normalement le dimanche après-midi. C'est un congrès qui s'appuie sur 6 grands axes. Tout d'abord, le congrès FAFA for DevGay
qui sera concentré plutôt sur la journée du samedi, autour d'une réflexion autour de 7 thèmes porteurs de nos jumelages. Je les détaillerai juste après. Un espace affaires qui aura lieu le vendredi, où des entreprises françaises, allemandes et européennes se retrouveront pour échanger avec des partenaires futurs pour cet environnement espace affaires, des partenaires comme le cercle des affaires franco-allemands vont pouvoir nous accompagner, ainsi que la chambre de commerce franco-allemande de Paris. Nous avons décidé également le vendredi d'avoir une journée autour du développement durable avec une analyse France-Allemagne, avec des experts tant français qu'allemands, qui vont expliquer un petit peu le développement durable, tant plutôt du côté Bretagne, avec tout ce qui est en train de se passer autour de l'éolien et tout ce qui a été fait également en Allemagne. Et a priori, ce grand événement du vendredi sera lui aussi ouvert au public et il se passera dans la grande salle telle que vous le montrez, Jean Aristide, une très belle salle de près de 400 places avec normalement traduction simultanée. Quelque chose qui nous semblait quand même très important, on a un très bel environnement, un très beau lieu, et dès le démarrage, on a souhaité pouvoir avoir un espace emploi-formation, où à la fois des entreprises, des centres de formation se retrouvent à la fois pour présenter et proposer des emplois et des formations, tant en France, en Allemagne ou en Europe. On a pris un certain nombre de contacts avec des cabinets de recrutement, tant franciliens que également du côté de l'Allemagne. Nous avions commencé à avoir des contacts encore davantage forts avec le CAFA de Nantes et de Rennes, pour pouvoir aussi proposer toute une panoplie d'emplois et de conférences autour de l'emploi pendant cette journée. Cet événement aura lieu à la fois le vendredi et le samedi, sera ouvert au public et il sera couplé avec un autre événement qui est le village des associations et des partenaires, qui aura lieu aussi le vendredi et le samedi, qui sera lui également ouvert au public et où à la fois des associations de la FAFA Bretagne, mais également des partenaires de la FAFA pour l'Europe vont vous présenter à la fois des réussites de ce qui s'est passé, de ce qu'ils font dans leurs différentes activités, mais également vont présenter des opportunités de stage ou de connaissances pour les différentes personnes présentes. Alors, on sait qu'entre autres, nos amis de l'Office franco-allemand pour la jeunesse seront présents, nos partenaires également du BILD, probablement des responsables du mouvement européen. Donc, on est en train d'avoir un certain nombre de partenaires qui sont nos partenaires un peu institutionnels tout au long de l'année et qui seront présents tant pour présenter leurs activités, mais également donner une information au public et participer à des toutes petites conférences pour informer les publics sur différents sujets. Le vendredi matin, lui aussi, sera ouvert au public et des experts du monde économique, académique et institutionnel vont se retrouver autour d'un thème qui est le rôle des jumelages et de la société civile dans la construction européenne. Donc, quel est le calendrier un peu de ce congrès? Je voulais rapidement expliquer précédemment. Alors, à partir d'une bonne idée, on va ouvrir au public le jeudi soir sur l'ouverture du congrès et la restitution des consultations citoyennes franco-allemandes. Raymond aura l'occasion d'en parler davantage tout à l'heure.
Le vendredi sera ouvert au public avec ces conférences sur le développement durable dans la grande salle, le village des associations et des partenaires, le forum emploi-formation et un espace affaires. Le samedi sera lui également ouvert au public pour la partie village des associations et le forum emploi-formation et la partie évidemment réservée pour les congressistes avec notre 65e congrès. Et le dimanche sera également ouvert au public avec une clôture du congrès et une grande conférence de clôture. Derrière tous ces événements que je suis en train de vous décrire, on a des échanges avec Félix Haqueux pour savoir si le forum intergénérationnel ne va pas pouvoir également se mettre en place. On est dans le début des échanges et il n'est pas impossible que également nous ayons du mercredi au vendredi le forum intergénérationnel. Et un autre événement sur lequel nous sommes actuellement aussi en train de travailler, le passage d'un film avec Michel Barrault, que beaucoup d'entre vous connaissent. C'est lui qui avait diffusé le miracle de Berne dans beaucoup d'endroits. Et donc, on a eu des échanges avec Michel pour voir si le jeudi, on ne pourrait pas imaginer le passage d'un film à Saint-Brieuc pour plutôt des lycéens et des collégiens avec un débat. Donc on aurait un congrès qui couvrirait un spectre très large, à la fois de l'économique, de la jeunesse, de l'académique, et notre volonté, c'est de montrer à toutes ces personnes toute la dynamique que représente le franco-allemand au service de l'Europe. Je vais vous décrire rapidement. Donc, on aura un atelier jeunesse dans la continuité, nous pouvons l'espérer, du forum intergénérationnel. Évidemment, un atelier autour de l'Europe, avec a priori le matin plutôt comment construire des choses ensemble entre les jumelages, la Fédération des maisons de l'Europe, tous les partenaires européens, et l'après-midi, comment on peut se faire financer par l'Europe. Ce qui sera intéressant, c'est qu'on sera en 2021, 2027, nous serons sur la nouvelle programmation européenne. Et là, encore plus que si ça avait été le cas au mois d'octobre, les textes seront sortis, les appels à projets seront sortis, et donc il sera encore plus facile de se projeter pour les 6 années à venir. On aura évidemment un atelier autour de l'économique, même si, comme vous avez pu le constater, l'économique est quand même très présent dans notre congrès, avec ce forum emploi économique, l'espace affaires. On abordera lors de cet atelier un peu comment les jumelages peuvent s'allier avec les acteurs de l'économique pour co-construire des projets ensemble. On aura évidemment tout un atelier autour de la mémoire qui est des choses importantes dans nos associations franco-allemandes, et également un atelier sur l'enseignement. Pour compléter ces ateliers, nous avons souhaité également avoir 2 espaces interactifs. Nous avions la volonté, depuis le démarrage, de pouvoir permettre aux différents acteurs de s'interroger et pouvoir rencontrer des experts pour échanger avec eux. Donc, on a souhaité avoir un espace autour de l'interculturel et de comment monte-t-on un projet avec nos partenaires allemands et comment nos partenaires allemands peuvent-ils monter des projets avec des partenaires français. Et un point qui était déjà à l'ordre du jour avant le Covid, la digitalisation, donc l'utilisation des outils tels que la visio, l'audio, les audioconférences pour à la fois permettre de toucher davantage de personnes et de pouvoir répondre à des questions par rapport à la mise en place de ces outils. Je ne vous cache pas que à l'issue du Covid, on est en train de repenser un peu cet atelier qui devait, dans un premier temps, être un atelier plutôt où on survolait un certain nombre d'éléments. Mais là, suite à ce qui s'est passé
Pendant ces 2 mois, nous irons dans l'approfondissement et nous essaierons d'apporter également beaucoup de réponses concrètes. Voilà, quels sont nos partenaires qui vont nous accompagner. Évidemment, la FAO DFG, qui est notre partenaire institutionnel, partenaire association fêtière, et également dans les autres partenaires, l'Office franco-allemand pour la jeunesse. Nous avons eu l'occasion, il y a quelque temps, les membres du bureau de la FAFA ont pu échanger avec Madame Talino, la nouvelle secrétaire générale de l'OFAGE, et nous avons bien convenu que l'OFAGE serait présent au cours de cette manifestation. Des contacts ont été également pris avec la Fédération française des maisons de l'Europe, et ils seront également, ils nous accompagneront. L'université franco-allemande également, évidemment le DFJA, ProTandem, le club, le réseau des clubs d'affaires franco-allemands, et là actuellement nous avons un certain nombre d'échanges avec le Cluny Forum pour qu'ils nous rejoignent ou qu'ils participent également à notre manifestation. Voilà, donc je vous ai cité que quelques partenaires, il y a d'autres partenaires. On a fait la liste l'autre fois dans un comité de pilotage. En fait, la liste est longue, de plus en plus longue, et par bonheur, cet événement intéresse beaucoup de nos partenaires, et ça permettra d'avoir un forum très dynamique, très phare pour le franco-allemand au service de l'Europe. Voilà. Raymond, je te passe la parole sur la consultation citoyenne. Oui, eh bien merci Jean-Michel. Consultation citoyenne, vous allez dire quelle drôle d'idée de faire une consultation citoyenne franco-allemande à l'aube du congrès. Eh bien en fait, le thème du congrès étant les états généraux du franco-allemand au service de l'Europe, il paraissait essentiel de poser des questions, de se poser des questions. Qu'est-ce qu'on attend de nous du franco-allemand? Quelles sont nos idées sur le franco-allemand? Comment est-ce qu'on peut redonner du souffle à nos associations qui s'essoufflent? Quel format d'échange utiliser pour intéresser les jeunes? Comment s'adapter aux technologies modernes? On a vu que on est obligé de s'adapter très très vite actuellement avec le confinement qu'on a eu. Comment répondre au repli sur soi qu'on constate tous les jours auprès de nos proches, etc. Et X questions que l'on se pose et où on aimerait bien trouver des réponses. Et c'est intéressant de voir un petit peu comment les gens proposent des réponses. Alors, donc ça, c'était pour le devenir. Les relations également, les questions qu'il faut se poser, c'est comment est-ce que l'on voit les relations entre nos différentes structures, entre nos différents partenaires, nos partenaires allemands, déjà, ne serait-ce qu'au niveau de la FAFA, de la FAO-DFG, au niveau de nos partenaires allemands, au niveau des jumelages, le jumelage de nos parents ou de nos grands-parents, où on se tapait dans le dos, on était content de se retrouver, on célébrait la réconciliation, c'est un peu dépassé aujourd'hui, même si ça reste une étape importante. Il faut soit inventer, soit redécouvrir les intérêts qu'ont le jumelage pour améliorer, pour rendre cette amitié franco-allemande vivante au jour le jour. Voilà. Donc, et puis de tout ça, toutes ces questions vont être posées et cela va alimenter les réponses qui sont proposées, les défis qui sont identifiés, vont alimenter les discussions des ateliers. Alors que ce soit les ateliers sur l'Europe, que ce soit les ateliers sur l'économie, que ce soit les ateliers sur la mémoire, tous les ateliers peuvent être concernés par les réponses qui seront les réponses ou les propositions ou les défis à relever qui seront identifiés dans le cadre de cette consultation citoyenne franco-allemande. Voilà, alors les publics visés, eh bien, vous comprendrez bien que ce sont d'une part les associations franco-allemandes, bien sûr en premier lieu les jumelages, les clubs d'amitié franco-allemande et les DFG en Allemagne, les adhérents de la FAFA et les adhérents directs aussi, et puis je dirais d'une façon plus générale tous les acteurs franco-allemands qui sont dans des associations qui ne sont pas forcément membres de la FAFA, et c'est même souhaitable que ce soit ouvert au-delà de notre réseau habituel.
hein. Les entreprises aussi françaises travaillant en Allemagne ou avec l'Allemagne et puis vice-versa, les entreprises allemandes travaillant en France ou avec la France. Les institutions franco-allemandes, parce qu'on se rend compte que l'OFAGE, l'autre jour, nous avons eu, comme Jean-Michel l'a rappelé, une discussion avec Mme Talino et on s'est rendu compte que l'OFAGE pensait bien nous connaître et en fait nous découvrait dans ce que l'on proposait. Le Goethe-Institut, où on a des relations, mais qui sont plus des relations, je dirais, on a besoin de vous, on vous appelle. Essayer de faire des partenariats avec le Goethe-Institut, les chambres de commerce franco-allemandes, etc., etc. Les consulats d'Allemagne aussi, on peut travailler avec eux aussi. Donc il y a plein d'institutions avec lesquelles ça serait bien de travailler. Et puis, dans les institutions, on a aussi les académies avec lesquelles ce serait bien de pouvoir travailler plus étroitement, hein. Et plus généralement, tous les acteurs franco-allemands et européens attachés à l'amitié entre nos deux peuples au service de la construction européenne. Alors, comment? Eh bien, au début, nous n'avions prévu que des réunions locales. Et puis, avec le confinement, on s'est rendu compte que la visioconférence commençait à prendre l'ampleur, était de plus en plus acceptée, et qu'en fait, on arrive à faire tout à fait des réunions fort intéressantes en visioconférence. Et du coup, on a rajouté dans les outils, on a rajouté également la visioconférence pour faire ces consultations. La grande nouveauté sur ces consultations, c'est qu'on les fait sans sujet prédéterminé. C'est-à-dire que les gens vont arriver à la réunion, soit en visio, soit en local, et ils vont nous dire, bon, de quoi on parle aujourd'hui? Eh bien, écoutez, ça tombe bien, on ne le sait pas, c'est vous qui allez nous le dire. C'est ce qu'on appelle la méthode Open Space, ou en français, forum ouvert, hein. Voilà. Donc, c'est une méthode qui permet, en fait, d'aborder tous les sujets que les gens veulent aborder et d'être en efficacité assez extraordinaire. Ça a été mis en place l'année dernière, on a fait l'expérience il y a déjà 2 ans aussi dans le forum intergénérationnel. C'est quelque chose qui marche très très bien et on arrive à avoir des propositions très concrètes rapidement. Le petit livret 101 idées pour les jumelages est directement issu de cette méthode Open Space. Ça s'est fait sur 3 années, mais c'est directement issu de cette méthode, hein. Donc, c'est une méthode qui peut être déroutante pour certains, mais qui est fort intéressante. On a fait le test au niveau d'AFAPORA, on a fait une première consultation citoyenne franco-allemande. On n'était pas très très nombreux, on était une dizaine de personnes, mais malgré tout, il y a 6 thèmes principaux qui ont été relevés. Et il y a eu 12 thèmes principaux qui ont été relevés et il y a eu 6 propositions très concrètes de sortie en 2 heures de temps. C'est quand même assez extraordinaire, alors que souvent pour un seul thème, on va passer des journées au sein d'un même jumelage. Donc c'est très très efficace. Alors la méthode, je dirais qu'on ne va pas rentrer dans le détail, mais le principe c'est que chacun donc amène ses idées, on les collationne, on les marque sur un tableau, on les regroupe par famille, et après on se répartit en atelier pour réfléchir suivant les familles en fonction de ce que l'on préfère, de là où on est le plus à l'aise pour en discuter. Il faut prévoir à peu près 2 heures à 2 heures et demie en présentiel. En visio, c'est toujours un peu plus rapide parce que finalement, c'est souvent un peu plus dirigé. Déjà, on n'a pas de perte de temps pour se déplacer, pour se mettre en atelier et des choses comme ça. Voilà. Voilà un petit peu la consultation citoyenne. C'est quelque chose sur lequel on compte beaucoup. C'est très, très, très important parce que d'abord, ça peut être une superbe introduction pour rentrer dans le congrès. C'est peut être l'occasion aussi pour vous de parler du congrès et de motiver les gens pour qu'ils viennent à ce congrès-là. Et puis également, c'est très très intéressant pour ceux qui ont déjà fait. C'est souvent la surprise de voir qu'on peut être aussi efficace en aussi peu de temps. Alors un schéma par exemple, en amont de la réunion, 8 jours avant, on envoie, mais comme un ballon d'essai, on envoie 4 pistes de réflexion. Mais c'est des pistes de réflexion, c'est pas des questions, c'est pas sur ces questions-là qu'il faudra répondre. C'est simplement pour se donner, on va répondre tout de suite après, pour se donner des idées, hein, voilà.
Donc là, j'ai marqué 4 questions types, hein, mais ça peut être d'autres, hein, c'est un exemple. Hein. Et on explique au départ la finalité de cette réunion, hein, qui est de relancer, de redonner du souffle au jumelage. Là, c'est un exemple qui est fait pour des jumelages. Mais on pourrait prendre un autre exemple au niveau d'acteurs économiques, où on peut partir, mais sur le même principe. Hein. Et le jour de la réunion, proposition des thèmes par le participant, je l'ai déjà dit tout à l'heure. La réunion ne doit surtout ne pas être un exposé, une conférence, une table ronde où chaque jumelage se présente parce que, eh bien, je dirais qu'on va passer le temps à se présenter, mais on va pas du tout s'écouter. Un monologue de celui qui sait ou qui croit savoir, malheureusement, c'est des choses qui arrivent. Les gens se rendent pas compte et prennent le pouvoir et du coup cette réunion est beaucoup moins fertile qu'elle ne le serait autrement. Alors pour répondre à la question, j'ai aperçu une question, je pense c'est Ulrike qui posait la question. Je la regarde vite fait. Comment créer des groupes de discussion sous-groupes en visio? Pas trop compliqué, non, c'est pas plus compliqué. Il faut simplement. Les questions vont être notées sur un tableau. Donc le tableau, on peut le faire sur un document qu'on passe en visio. Et après, on répartit les questions en famille. Et après, on dit, ben voilà, qui veut traiter ce thème-là, cette famille de questions, qui veut traiter cette famille de questions. Et on regroupe par 4, 5 personnes, des groupes de 4, 5, 6 personnes maximum. Et chacun se regroupe et puis chacun traite après les thèmes qu'ils ont choisis. C'est pas plus compliqué qu'en présentiel, je dirais au contraire. La restitution, donc, elle sera envoyée sur Workplace de la FAFA. Hein. La synthèse sera envoyée là-dessus. J'avais préparé également un Google Form pour le faire. Hein. Par contre, au niveau de la restitution, il nous reste à trouver le groupe qui va s'occuper des restitutions et de les compiler. On avait pensé passer par une école, je pensais passer par Sciences Po à Grenoble, entre autres. Hein. Mais bon, c'est pas forcément eux. On verra, on trouvera bien une école de journalisme aussi éventuellement. Hein. Les contributions seront compilées et les grandes lignes proposées dans les ateliers du congrès, bien sûr. Et c'est pas forcément les grandes lignes, ça peut être aussi des idées intéressantes qui sont pas forcément celles qui ont été proposées par un maximum de personnes, mais celles qui peuvent également être innovantes. Et quand c'est innovant, c'est pas forcément celle qui est proposée le plus, mais qui sont intéressantes à réfléchir après en atelier. Et si vous voulez aller plus loin, vous pouvez aller sur le Drive, donc on vous le mettra également en cliquant sur le lien qu'on vous a marqué. Et vous avez également donc un kit comment animer une consultation citoyenne franco-allemande, une boîte à outils si vous préférez. Voilà. Voilà, donc aujourd'hui on est en train, comme vous pouvez le constater, on est en train de préparer ce congrès d'arrache-pied depuis le 19 janvier 2019, comme le rappelait justement Jean Ristide. Aujourd'hui, comment est-ce qu'on fonctionne? On fonctionne beaucoup par visioconférence depuis le premier semestre 2019. Généralement, on fait des réunions toutes les 2 semaines. C'est le rythme qu'on va prendre maintenant en visio. Et généralement, je vais à peu près pendant 2-3 jours à Saint-Brieuc, une fois tous les 2 mois. Et donc, si vous aussi vous êtes intéressé pour participer à cette belle aventure d'un congrès que nous sommes en train de co-construire, que vous avez des compétences en informatique, en gestion de projet, en commercial évidemment, parce que un congrès comme le congrès de Saint-Brieuc, ça nécessite beaucoup de moyens et l'idée c'est que ça coûte le moins cher possible aux participants et donc il est nécessaire d'aller chercher non seulement des subventions, alors locales, départementales, régionales, nationales ou européennes. On déposera évidemment un dossier auprès du Fonds citoyen. On a eu l'occasion déjà d'évoquer ça avec Hartmann, mais on a aussi besoin d'aller chercher des, sponsors un peu locaux, plutôt des sponsors locaux, des sponsors régionaux ou nationaux. Et donc, si vous avez envie de nous aider dans cette tâche-là, soyez les bienvenus. Le congrès, évidemment, ça s'appuie sur pas mal de communication. On avait commencé à mettre en place un site internet qui s'appelait armor2020.eu.
on va le reprendre et le réactualiser par rapport aux nouvelles informations. Il y a évidemment de la traduction, même si aujourd'hui on co-construit beaucoup le congrès en français. Lorsque nous serons dans une version stable, nous basculerons évidemment avec des documents en langue allemande, voire en langue anglaise. Et puis, j'ai mis volontairement 3 petits points parce que si vous savez faire d'autres choses, que vous êtes prêts à nous aider, eh bien, soyez les bienvenus pour participer à cette belle aventure. Une belle aventure qui va encore durer 9 mois avant que nous arrivions au bout. Évidemment, le café, la restauration, tous ces éléments-là qui sont les bienvenus. Il y a 2 étapes. Hein. Il y a participer à l'aventure pour la préparation du congrès. Et puis ensuite, on aura participé à l'aventure pendant le congrès. Et puis un petit peu aussi participer à l'aventure après le congrès, parce qu'on l'oublie souvent. Hein. Il y a beaucoup de choses pendant, il y a des choses avant, des choses pendant, mais il y a aussi des choses à faire après. Si on a fait des films, si on a fait des photos, c'est intéressant et c'est nécessaire de produire des documents, de communiquer. Et puis évidemment, si on a fait des subventions, on l'évoquait il n'y a pas très très longtemps, c'est aussi indispensable de les justifier. Et tant qu'ils ne sont pas justifiés, elles ne sont pas acquises. Et donc, c'est très important de gérer un cycle complet. Donc voilà, on en a fini sur la présentation. Avez-vous des questions? La parole est à vous. Est-ce que vous avez des remarques, des questions? Odile Gourmont, prendre des photos. Oui, alors en fait, on va évidemment prendre des photos. On a maintenant la chance d'avoir généralement beaucoup d'entre nous des smartphones où on peut photographier, filmer. On mettra un espace pour pouvoir recueillir évidemment toutes les photos et toutes les vidéos pour ensuite pouvoir les traiter. On arrivera dans quelques temps à proposer une solution technique par rapport à ça, mais c'est pas très très compliqué en fait. Avez-vous d'autres questions? D'autres remarques? Est-ce que nous avons été si clairs? Moi, j'avais juste une question. Quand est-ce que vous allez lancer les inscriptions pour qu'on voit un petit peu aussi, parce qu'on voulait amener enfin, excusez-moi, je ne me suis pas présentée, Marie Verna à Clé-Lille. Donc, nous, on voulait profiter de Saint-Brieuc pour faire vraiment une action franco-allemande et avoir nos amis de Cologne. Donc, bon, je viens de leur transmettre les dates, mais ça va se faire à peu près quand les inscriptions? À l'automne ou bien? Oui, à l'automne. Je pense que si on arrive à tenir notre timing, ça sera octobre au plus tard novembre, mais probablement octobre. Il faut qu'on vise des inscriptions avant les vacances d'automne. D'accord. Parce que ça veut dire qu'à ce moment-là, il faudrait qu'on essaye de trouver un gîte pour, bon, ACLE plus FKL, ça fait du monde à héberger, donc essayer de trouver un hébergement à ce moment-là. Mais aujourd'hui, vous pouvez déjà le chercher, même si on n'a pas lancé les inscriptions. Hein, sauf si on a un Covid-20 qui arrive, logiquement, il y aura ce que je ne me souhaite pas, parce que, si vous voulez, prendre la décision déjà de décaler le congrès, c'était indispensable et on l'a fait sans difficulté, mais néanmoins, c'était beaucoup de boulot. Donc là, vous pouvez commencer à chercher, il n'y a pas de souci. Hein. Alors, j'ai vu d'autres questions. Ulrich, on va lancer les consultations pour de bon en septembre. Merci pour les explications très claires de Raymond. OK. Y aura-t-il un temps de restitution des ateliers? Si oui, je pense qu'il faut en changer le contenu. Il faudra en changer le contenu. Je ne comprends pas la question de Jacques. Jacques, pourquoi tu veux changer le contenu des ateliers? De toute façon, on a donné vraiment les thèmes, mais pas le contenu, là. Excuse-moi, c'est pas le contenu des ateliers, hein. C'était le contenu de la restitution des ateliers. Ah, oui. Parce que très souvent, c'est un résumé
que très peu de gens d'ailleurs écoutent, de ce qui s'est passé dans l'atelier. Or, il me semble qu'il serait plus productif de fixer comme objectif aux ateliers d'aboutir à un résultat qu'on attend. Autrement dit, si dans un atelier on aborde la relation, je sais pas, entre l'économique, l'académique, enfin bref, les différents types de partenaires que vous avez convoqués, enfin invités là, je pense qu'il faudrait qu'ils puissent, au moment de la restitution de l'atelier, en somme, dire à quoi ils sont arrivés. Et non pas Je pense que précis. Je Oui. pense que le modèle que nous avons utilisé à Halle m'a assez plu parce que là, on n'a pas fait la restitution en débitant des rapports à toute vitesse devant un grand public, mais chaque atelier a fait des affiches dans les deux langues et on s'est retrouvés devant chaque affiche dans des petits groupes et on a circulé d'une affiche ou d'un groupe à l'autre pour présenter à chaque fois le contenu d'un atelier devant le groupe qui était rassemblé devant les affiches franco-allemandes. Oui. Mais moi, là, je vais un peu plus loin. Ça veut dire qu'avant même que l'atelier démarre, on lui dit, vous aurez à donner en restitution ce à quoi vous êtes arrivé. On attend de vous des propositions concrètes sur le thème que vous avez abordé. Tu vois, l'objectif est un peu plus directif, hein, mais il oblige à des résultats. Voilà. Dans le cadre des consultations citoyennes, et Jacques, tu l'as vécu, on avait carrément des propositions très concrètes qui ont été faites. Je pense que c'est dans ce sens-là que tu voudrais aller. Tout à fait, c'est ça. Donc, en fait, il y a la solution de relever le défi, c'est-à-dire regarder quels sont les points, les obstacles à surmonter pour réussir à faire l'action, par exemple, et après, de prendre des décisions et des propositions très concrètes. Oui, si on reprend ce que j'ai montré tout à l'heure, c'est le dernier slide, on voit qu'il y a ces documents qu'on peut présenter. Parce que trop souvent, pendant les congrès, les ateliers, j'ai assisté à un déballage des problèmes de chacun. Et puis, finalement, on essayait de se rassurer les uns les autres. C'est pareil chez nous, etc. Non, je crois qu'il faut aller au-delà. L'ambition, c'est ça, hein, c'est d'aboutir à quelque chose de concret qui va avoir lieu, qui va pouvoir se faire après le congrès. Voilà. C'est une des finalités qu'on est en train de viser, Jacques. Hein. Là, on avait commencé à travailler sur le contenu des différents ateliers au mois de février et il y a quelque chose qui nous a un petit peu arrêté en vol. Donc, on va tout reprendre maintenant, mais en effet, avec qu'une volonté, c'est d'essayer de faire de quelque chose d'un petit peu différent de ce qui s'est fait précédemment. Il y a beaucoup de domaines qui sont abordés au cours de cet événement phare. Et donc, l'idée, c'est quand même que dans l'atelier, on essaye de faire travailler des gens qui n'ont pas l'habitude de travailler ensemble et de voir comment on arrive à des choses concrètes. Et d'aller au-delà de simplement des bonnes intentions, mais plutôt aussi un peu de méthode. Et là où je peux le choix de l'animateur de chaque atelier. Je peux dire pour l'atelier duquel je m'occupe que nous avons une certaine vision, c'est-à-dire surtout ne pas remuer dans le passé, mais transmettre des expériences à ceux qui en ont vraiment besoin. Mais les choses sont en train de s'affiner, hein, Jacques. Hein, actuellement, on va relancer des ateliers. Les groupes sont les responsables d'ateliers, tant du côté de la FAO-DevGay que du côté français, étaient désignés vers le 15 février. Et au moment où on allait partir pour travailler, voilà, les choses se sont arrêtées. Donc maintenant, on va repartir et on va pouvoir aller en effet dans ce sens. Avez-vous d'autres points, d'autres questions? Êtes-vous prêts? Souhaitez-vous nous accompagner dans cette belle aventure, hein?
la force, la force du montage que nous sommes en train de faire, c'est que comme on s'appuie aussi sur les outils numériques, aujourd'hui, la distance géographique est moins importante. C'est-à-dire qu'on a souvent des réunions le lundi soir, pas tous les lundis soirs, mais un certain nombre de lundis soirs pour travailler sur le congrès. Donc, c'est une visio, un peu comme ce soir. Et on va commencer à lancer des groupes de travail qui seront également en visio pour la majorité du temps. Et puis peut-être quelquefois, si on arrive à l'organiser, des réunions physiques. Mais dans la phase préparatoire, beaucoup de choses se feront en distanciel. Et ça permet comme ça de pouvoir impliquer tout le monde, quel que soit le lieu où il habite et quel que soit le temps qu'il a pour nous accompagner. Voilà. Sur le site du DFJA, c'est sûr qu'il y est. C'est même encore plus facile pour le retrouver en allant sur le site du DFJA. Oui. Seulement si vous souhaitez des exemplaires imprimés, vous posez la question au DFJA qui vous envoie un colis s'il en reste encore. Mais à vous de prendre en charge les frais de transport. Barbara, j'ai mis l'adresse de DFJA sur le chat. Oui, j'ai vu. Merci. Ok, messieurs, dames, avez-vous d'autres questions sur ce congrès? Qu'en pensez-vous? Est-ce que vous nous accompagnerez? Est-ce qu'on aura le plaisir de vous accueillir? Certainement. Alors, c'est un congrès, pour en avoir parlé à pas mal de nos adhérents, qui intéresse beaucoup de monde. Et si on sait en parler, j'ai un rêve que le congrès soit archi plein et qu'on n'ait plus la place de faire rentrer les gens. Ça serait magnifique. On a indiqué la date butoir pour les consultations citoyennes. On va les lancer à partir de septembre. Initialement, on voulait lancer les consultations citoyennes pour le 22 janvier. C'est parti un peu après. Nous, on a fait notre premier essai, c'était le 5 octobre l'année dernière. Nous avions en prévision 2 réunions qui ont été annulées suite au Covid, qu'on va relancer dès qu'on verra qu'on peut les refaire en présentiel. Et le RAFA Hauts-de-France avait fait une consultation lors de sa réunion du CA le 29 février. Alors, par contre, une petite proposition que l'on peut vous faire, c'est le jour où vous faites la réunion, vous pouvez également la faire en visio dans le même temps. Vous pouvez la faire en présentiel et la proposer en visio. Et à ce moment-là, on fait des ateliers sur la partie visio. On fait des ateliers séparés. Peut-être dans ce. Mais il ne faut pas aller trop loin non plus, parce qu'il faut savoir que une réunion, le nombre idéal, c'est 25, 30, c'est vraiment maximum. Après, ça devient un peu compliqué. Peut-être dans ce contexte, il faut rappeler que si vous n'avez pas encore votre adresse Gmail visio@fafa pour l'Europe, vous vous adressez à Jean-Michel, à Raymond ou à Jean-Claude Kremers qui peuvent vous créer cette adresse visio pour créer vos propres conférences visio. Avez-vous déjà contacté des hautes personnalités politiques? Oui, on les avait contactés bien avant le Covid. La date a changé, on va les recontacter. Oui, oui. J'ai envoyé même une lettre au président de la République qui n'a pas encore répondu, mais je pense qu'il a été confiné également. Ah bon? Oui, on avait évidemment invité toutes les hautes personnalités politiques depuis, en ayant travaillé sur ce congrès depuis janvier 2019. Il était tout à fait naturel de les convier. On avait présenté avec Barbara fin août 2019 le congrès aux responsables du ministère des Affaires étrangères. On y avait invité à ce moment-là le ministre des Affaires étrangères et on avait évoqué avec eux les demandes de subventions. Donc un an avant, c'est tout à fait le bon timing. Bon, là,
On était en Vraiment, contact avec l'ambassade et j'ai recontacté l'ambassade pour leur dire que le congrès a été reporté et qu'ils reçoivent une nouvelle invitation en temps et en heure. Mais ils ont déjà noté la date. L'OFAGE a noté la date. Donc, alors, en sachant que, deuxième, autre point, soit le ministre des Affaires étrangères ou le ministre des Affaires européennes sont tous les deux des régionaux de l'étape. Hein. C'est tous les deux des Bretons. Hein. Donc, ils sont a priori très intéressés. Et puis, ce qu'on a oublié de dire aussi peut-être, c'est que dans le cadre du Fonds citoyen aussi, le Fonds citoyen sera probablement partenaire aussi du Congrès, et entre autres au niveau des subventions, puisque ce sera une opération phare. Hein. Oui, on a déjà évoqué ça avec Heike Hartmann lorsqu'on l'a eu. Et surtout avec Madame Talino. Et Madame Talino également. Donc on est parti sur un événement où beaucoup d'acteurs du franco-allemand seront présents, où l'idée c'est vraiment de rentrer dans une réelle et profonde synergie encore plus forte que ce qu'on connaît déjà aujourd'hui, parce que la synergie c'est un petit peu les jumelages de demain, le mixte économique, académique, jeune, intergénérationnel, tout ça, ça forme un tout qui permet d'avoir un environnement franco-allemand au service de l'Europe très dynamique et qui restera dans le temps. Une génération aujourd'hui, une jeune génération, la mémoire par rapport à l'Allemagne, ça les intéresse plus ou moins, l'économique davantage. Donc à un moment, il faut trouver en fonction des publics à la fois la mémoire, à la fois l'économique, à la fois l'académique, et il faut mélanger l'ensemble pour qu'on puisse intéresser un maximum de personnes et qu'on montre que tout ça, c'est un modèle très dynamique avec des associations qui sont là pour faire avancer le système et partager un petit peu aussi quelque chose qui se partage très bien, qui est la passion et un petit peu cette amitié franco-allemande réelle que l'on vit tous un peu au quotidien. Voilà. Pour montrer que on veut vraiment aller beaucoup plus loin. Si Jean-Michel et Raymond sont d'accord, je vais juste expliquer dans 3 phrases à Jacques le concept de l'atelier mémoire, si vous êtes d'accord. Oui, vas-y, Barbara. Normalement, on traite toujours des sujets franco-allemands, c'est-à-dire ce n'est pas du tout le cas. À Sarajevo, il y a un projet qui a été créé ensemble avec l'OFAGE qui s'appelle le Memory Lab, le laboratoire de la mémoire, et qui aide les peuples du Balkan à retravailler leur histoire, à retravailler leur mémoire et à retrouver la paix de cette sorte. Ils ont besoin d'aide des autres pays, notamment de la France et de l'Allemagne, et des expériences qui ont été faites en France et en Allemagne dans ce domaine depuis longtemps. Donc, on a invité le Memory Lab pour voir quels sont leurs besoins et pour voir comment nos associations de mémoire, tout en intégrant une école de Saint-Brieuc qui a vécu un passé traumatique pendant la guerre, peuvent aider les Memory Lab à retravailler l'histoire et la mémoire dans les pays du Balkan. Un projet franco-allemand européen en matière de mémoire. Voilà. Avez-vous d'autres questions? Non, il n'y a plus de questions qui arrivent sur le chat. Hein. Donc, si vous voulez être intéressé pour nous rejoindre, pour participer à cette belle aventure, je vous invite à envoyer un mail à président@fafapourleurope.fr et par rapport au mardi de la FAFA, je vous propose qu'on se retrouve la semaine prochaine sur un thème que vous avez été nombreux à réclamer, qui est le règlement général pour la protection des données, ce fameux règlement européen du 25 mai 2018 pour sa mise en œuvre.
Voilà, donc ça sera un thème complètement différent de ce qu'on a fait ce soir. Et normalement, nos amis de l'OFAGE devraient intervenir la semaine suivante sur un appel à projet qui devrait prochainement sortir. Voilà. Pour conclure, est-ce que Jean-Ristide, tu veux rajouter un mot, ou notre ami Ulrike pour la Bretagne? Margarete n'a pas parlé, si elle voulait dire quelque chose. Jean-Ristide, Ulrike? Oui, mais tout à l'heure, on aurait pu aller un petit peu plus loin sur la présentation de Saint-Brieuc, mais il est bien évident qu'il y aura on est en relation avec l'Office du tourisme et qu'il y a peut-être des gens, des Allemands, ou même des gens de l'extérieur de la région qui voudront passer quelques jours avant ou après le congrès. On fera tout pour les aider à obtenir bien des séjours et pour que ce soit le plus agréable possible. On vous souhaite à tous et à toutes une bonne fin de soirée. Au plaisir de vous retrouver, j'espère, très nombreux à Saint-Brieuc et certainement avant, déjà samedi prochain, pour notre Assemblée Générale en visio. Et ensuite, mardi prochain, pour un nouveau mardi de la FAFA sur le RGPD, le fameux règlement pour la protection des données. Voilà, donc. Et un tout grand merci à nos 3 intervenants, à Jean Aristide, à Jean-Michel et à Raymond, pour tout le travail que vous faites. C'est vraiment admirable. Merci.